Bonsoir, je suis très heureuse de rencontrer un public autrichien. Je suis très heureuse également d'avoir été invitée par l'Association des Marocains germanophones pour ouvrir le débat sur un sujet tellement sensible et important, celui de la femme en islam. Surtout que le dialogue entre le monde occidental et le monde musulman sur ce thème-là et sur d'autres thèmes demeure très faible. Donc il y a beaucoup de divergences, beaucoup de malentendus, beaucoup de clichés, beaucoup de caricatures. Donc je suis aujourd'hui là pour essayer de parler de mon expérience de femme musulmane dans un pays musulman, pour apporter quelques éclaircissements sur la situation de la femme musulmane, essayer de répondre à cet amalgame qui confond souvent islam et islamisme et montrer que la lutte des femmes musulmanes fait partie de la lutte des femmes dans le monde entier pour la liberté, pour la dignité, pour les droits, pour l'égalité. Et que ce n'est pas seulement une lutte confinée féministe, mais c'est une lutte qui s'intègre parfaitement dans la lutte pour l'instauration d'États démocratiques. On essaiera ensemble, bien sûr, d'envisager comment la femme musulmane lutte dans son pays et toutes les entraves, ô combien nombreuses, qui bloquent ou freinent sa marche vers la libération. Et là, l'un des points les plus importants est l'ouverture du dialogue, le fait d'essayer de comprendre l'autre. Et là, je partage tout à fait l'aspiration de l'Association des Marocains germanophones qui croient en le dialogue, qui croient que le dialogue peut rapprocher les uns et les autres et pourra certainement permettre d'établir des ponts entre ces différentes cultures pour éviter justement le choc des civilisations et pour construire un monde meilleur ensemble. Alors si on veut examiner la situation de la femme musulmane, la première des choses que l'on doit aborder pour rester objectif et comprendre un petit peu le contexte global dans lequel vit cette femme, d'abord, au niveau de son pays, la question de l'islam. L'islam est venu dans un contexte particulier où la femme en fait n'avait aucun droit. C'était à une époque où, lorsque les petites filles naissaient, on les enterrait vivantes, tellement on ne reconnaissait pas l'être féminin. Donc l'islam est venu pour apporter des droits, pour consacrer des droits à cette femme. Mais le problème, c'est que les hommes n'ont jamais su faire la différence entre la loi divine, qui a souvent été mal interprétée, mal comprise, et la législation posée par les hommes, qui, elle, fait l'objet d'enjeux, d'instrumentalisations diverses. Et qui fait que, finalement, la femme a hérité d'un statut de mineur éternel. L'homme a décrété que la femme devait rester sous tutelle. C'est l'éternel mineur. Ça, c'est un aspect. Donc, l'interprétation, le conflit des interprétations du message divin et les enjeux ont fait que la femme a souffert justement d'un statut d'infériorité qui, malheureusement, dans beaucoup de pays, bien sûr à des degrés divers, puisque le monde musulman est très vaste et très divers, il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde, il y a des divergences d'un pays à l'autre, et il y a également des divergences à l'intérieur même d'un pays, d'une région à l'autre. Donc là, c'est la première entrave à laquelle il faut réfléchir pour la lever et libérer la femme, et par là, libérer la société. Et justement, dans ce même contexte de ce premier frein, ou comme on peut l'appeler la première prison, celle de la mauvaise interprétation du message divin, la femme, dans les pays musulmans qui ont reconnu les droits internationaux ou la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y en a même, comme au Maroc, il l'a inscrit dans sa constitution, il reconnaît justement les droits humains, mais dans le même moment, pour établir le statut de la femme,
il fait référence à cette déclaration universelle des droits de l'homme, mais il fait aussi référence à cette interprétation dont on a parlé, c'est-à-dire le référentiel religieux mal interprété. Ce qui fait qu'en définitive, le statut de la femme est un statut d'infériorité. La constitution de nombreux pays musulmans, bien entendu, ne consacre pas l'égalité homme-femme. Et là, ça c'est l'un des volets de lutte de la femme musulmane qui lutte pour l'égalité des droits, tous les droits, parce que les droits sont indivisibles et il faut que la femme, comme l'homme, puisse profiter pleinement et équitablement de ses droits. Le deuxième volet, qui je pense va susciter beaucoup de discussions tout à l'heure, est un frein immense. C'est une deuxième prison dans laquelle la femme est confinée. Et cette prison, on peut l'appeler la contrainte du monde occidental. Ce monde occidental qui se développe, c'est un monde qui se développe tout azimut, c'est une bonne chose, si elle pouvait profiter à l'ensemble de l'humanité. Donc il y a une suprématie technologique, scientifique, dans le domaine militaire, dans le domaine de la communication, mais en même temps, cet Occident qui se développe comme cela, développe en même temps un interventionnisme, les guerres préventives, il intervient, il menace et il asservit les peuples. Et là, si on veut regarder un petit peu de près la position de ce monde occidental qui aujourd'hui, par médias interposés, nous montre des images de femmes musulmanes avec la burqa, avec le foulard, et il en fait toute une histoire. Ce n'est pas normal, mais bien entendu, il n'agit pas sur les problèmes de base. Est-ce que la femme musulmane souffre plus du foulard de la burqa, qu'elle ne souffre de la misère et de l'ignorance, qu'elle ne souffre des politiques de globalisation qui ont entraîné une plus grande précarité, une plus grande misère, un plus grand chômage? Je pense que le monde occidental doit, pour ce deuxième volet très important, de contrainte au développement de la femme, se remettre en question. Et là, on peut parler de l'ancien et du nouveau colonialisme. Les colons européens ont colonisé les pays musulmans durant des siècles. Mais est-ce qu'ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'ils ont fait? On sait très bien qu'ils sont allés coloniser ces peuples pour les exploiter et non pas pour les aider à se développer. Mais aujourd'hui, en critiquant la situation de la femme dans ces pays, il faudrait qu'ils se posent la question, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour cette femme quand ils avaient colonisé ces pays? Est-ce qu'ils ont permis l'émancipation de cette femme? Est-ce qu'ils ont permis à cette femme de gagner une étape et une avancée vers le gain de ses droits? Ben, pas du tout. On remarque, en lisant l'histoire du colonialisme, que justement, ce même colonialisme a participé à l'aliénation de la femme, à son asservissement, à son maintien justement dans ce statut de mineur éternel qu'on veut aujourd'hui, parce qu'il y a des enjeux politiques très importants, greffer à l'islam, sans prendre notre part de responsabilité dans justement ce cheminement que prend la femme musulmane qui peine, qui lutte chaque jour pour gagner du terrain sur le chemin de sa libération. Ça, c'était l'ancien colonialisme. Aujourd'hui, comme vous le savez, avec cette globalisation économique, ce pôle unique qui intervient, qui surexploite, et malheureusement, on a vu l'intervention américaine en Irak, comment justement cette intervention se fait de manière atroce, où il y a eu abolition d'une civilisation entière. Il suffit qu'on rappelle que l'analphabétisme est passé de 0% à plus de 50%. Aujourd'hui en Irak, il y a plus d'1 million de veuves dans le désarroi total et non pas de sécurité sociale.